Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au 19e siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi » et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait.
L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? On connaît tous la chanson. Les Homo sapiens sont bien plus malins que les Néandertaliens. Les Néandertaliens étaient primitifs, et nous, on est bien plus évolués qu'eux, pas vrai? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot « usine » ? Sûrement quelque chose comme ça. Plein de gens qui travaillent dans différents services. D'énormes chaînes de production, de l'emballage, du tri. Impossible d'imaginer un Néandertalien là-dedans. Eh, pas si vite avec l'évolutionnisme. On ne juge personne ici selon son stade de développement, d'accord ? Et d'ailleurs, les Néandertaliens avaient leurs propres usines impressionnantes. Pas de convoyeurs ni de robots industriels, mais plutôt avancés pour l'époque. La chaîne de production dont je parle se trouvait dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Ce qui est amusant, c'est que c'est un pays qui regorge encore d'usines et qui a une longue tradition du travail mécanique. On dirait la continuité de cette tradition. Et maintenant, pouf ! Retour 125 000 ans en arrière, au moment où cette toute première usine est apparue. À cette époque, la Terre traversait une période interglaciaire, avec un climat assez proche de celui d'aujourd'hui. Les conditions n'étaient peut-être pas idéales, mais restaient plutôt confortables. Les Néandertaliens menaient leur vie ordinaire. Ils utilisaient le feu pour gérer la végétation, cueillaient des plantes et apparemment construisaient des installations. Jeu de mots intentionnel.
Alors si vous pensiez que ces hommes poilus étaient des bêtes sauvages qui passaient leur temps à se gratter les poux, vous devez peut-être des excuses à ce distingué gentleman. Au fait, voici Karl, et il peut en être le propriétaire de cette usine. Vous l'avez sous-estimé apparemment, alors il est parti. Mais moi, je vais continuer à vous parler de cette avancée interglaciaire. Des archéologues ont récemment montré que les Néandertaliens avaient délibérément choisi un site au bord d'un lac pour traiter les os d'au moins 172 mammifères, dont des cerfs, des chevaux et des aurochs, une espèce de bovidé aujourd'hui disparue. L'étude montre que les habitants ne se contentaient pas de briser les os de grands mammifères pour en extraire la moelle. Ils les broyaient aussi en milliers de fragments et les chauffaient dans l'eau pour en tirer de la graisse osseuse, très riche en calories. Imaginez une manufacture alimentaire qui prépare une bonne soupe prête à être mise en rayon au supermarché du coin. Je sais, ça paraît tiré par les cheveux, mais ce que je veux montrer, c'est qu'on a désormais la preuve que même les Néandertaliens maîtrisaient des techniques avancées de transformation alimentaire. C'était intensif, organisé et stratégique. Les Néandertaliens géraient clairement leurs ressources avec précision. Certains planifiaient les chasses. D'autres se chargeaient du transport des carcasses, tandis qu'un autre groupe s'occupait de fondre la graisse dans une zone dédiée. Ils n'avaient certes pas de nutritionniste, mais ils comprenaient la valeur nutritionnelle de la graisse et comment y accéder efficacement. Un seul exemple, les scientifiques pensent aujourd'hui que pour stocker des parties de carcasses, ils les cachaient à travers le paysage avant de les transporter vers le site de fonte. Vous savez comment toute usine doit atteindre ses objectifs de production? Eh bien, c'était pareil ici. Les experts pensent que les Néandertaliens savaient qu'il y avait un certain quota de graisse à atteindre pour que le processus, littéralement broyeur d'os, en vaille la peine. Vous allez me dire, bon, c'est qu'un seul exemple. Ça ne prouve pas que les Néandertaliens étaient si avancés. C'est vrai, bien vu. Mais il y a d'autres exemples. Et en voici un. Techniquement, en plus des chaînes de production alimentaire, ces gaillards avaient peut-être aussi une usine de production chimique. Figurez-vous qu'il existe des preuves que les Néandertaliens fabriquaient des outils en pierre à l'aide d'un adhésif à plusieurs composants, qu'ils ne pouvaient évidemment pas acheter en magasin. Cette fois, le siège de l'usine n'était pas en Allemagne, mais à Gibraltar, dans la grotte de Vanguard, pour être plus précis. En étudiant cette zone, les scientifiques sont tombés sur un petit foyer. Il aurait pu servir d'atelier de fabrication d'adhésifs. Il est donc probable que les Néandertaliens utilisaient le feu non seulement pour se chauffer ou cuisiner, mais comme un outil contrôlé pour produire des matériaux utiles. Voyons comment ce foyer fonctionnait. Si vous avez déjà préparé des sauces, vous savez comment elles épaississent quand la température monte. Les Néandertaliens ont sans doute remarqué quelque chose de similaire, en utilisant le feu pour sa fonction de base, la cuisson. Ils ont fait le rapprochement et se sont lancés dans la production de colle, ou plutôt de goudron. Le feu contrôlé leur permettait de réguler la chaleur avec assez de précision pour obtenir une texture parfaitement collante. Ce goudron servait ensuite à fixer des lames de pierre ou d'autres pièces tranchantes sur des manches en bois, avec des tendons ou des fibres végétales pour renforcer l'assemblage. Si vous vous demandez quelle était la recette, les scientifiques ont réussi à la reconstituer, en quelque sorte. Elle impliquait principalement des feuilles de cyste brûlées, mais il y avait un ingrédient secret pour que le processus fonctionne, le guano. Le guano, c'est ce qui reste des excréments de chauves-souris et d'oiseaux après décomposition. Ça paraît assez dégoûtant, mais ça marchait, et c'est ce qui compte. Examinons la structure elle-même. C'est une fosse assez petite, d'environ 23 cm de diamètre et environ 9 cm de profondeur. Ses parois sont nettement découpées et deux étroites tranchées s'étendent vers le nord et le sud. L'hypothèse est que les Néandertaliens remplissaient la fosse de feuilles de cyste, puis la scellaient avec du sable humide et de la terre, probablement mélangée avec, vous l'avez deviné, du guano, pour limiter l'entrée d'oxygène dans la chambre. Un petit feu, sans doute alimenté par des herbes et des arbustes, brûlait au-dessus de la fosse scellée. En chauffant, le matériau végétal libérait une résine épaisse et brune. Sa production nécessitait des températures avoisinant les 150 degrés Celsius, voire plus. Cependant, il a fallu aux scientifiques un certain effort pour comprendre ce qui se passait dans ce foyer. Ils ont dû analyser les résidus des parois et du sol à l'aide de plusieurs techniques chimiques, dont la spectrométrie de masse. Cette technique identifie et quantifie les molécules d'un échantillon. Elle était indispensable pour reconstituer la méthode de production probable. Une fois ces analyses effectuées, ils sont passés à l'étape suivante, qui demandait un peu d'huile de coude.
Ils ont reproduit le dispositif eux-mêmes en construisant des foyers expérimentaux identiques à l'original en taille, forme et matériaux. En 4 essais, les foyers reconstitués ont produit de la résine avec succès, confirmant l'explication proposée. Bon, on dirait que ces chaînes de production préhistoriques prouvent que les Néandertaliens étaient bien plus futés qu'on ne le pensait. L'idée reçue, c'est que les Néandertaliens n'étaient que des chasseurs nomades, mais ce n'était probablement pas le cas. Et il ne s'agit pas seulement de leurs installations de production. Des indices suggèrent qu'ils organisaient des chasses coordonnées pour piéger des chevaux sauvages il y a environ 200 000 ans. On retourne en Allemagne, sur le site archéologique de Schöningen. Les chercheurs y ont découvert des lances en bois, des bâtons à double pointe, des outils en pierre et les restes dépecés de plus de 50 chevaux d'âges différents. Après quelques analyses, les scientifiques ont réalisé que ces découvertes étaient d'environ 100 000 ans plus récentes que les estimations précédentes. Le matériel avait été excavé dans les années 90, dans des sédiments le long de ce qui était autrefois une rive de lac. Avec cette datation révisée, les scientifiques pensent que le site correspond à une période où les Néandertaliens vivaient déjà à travers l'Europe. Les archéozoologues affirment que ces chasseurs comprenaient suffisamment le comportement des chevaux pour organiser des chasses en groupe, guidant des familles entières de chevaux vers des points d'embuscade soigneusement choisis. Ça fait froid dans le dos. Il est probable qu'il y a environ 200 000 ans, les Néandertaliens coopéraient de manière de plus en plus complexe. La chasse organisée, la planification collective et l'action coordonnée faisaient peut-être partie de leur vie sociale, atteignant possiblement des niveaux comparables à ceux des premières communautés d'Homo sapiens. Les estimations précédentes dataient les outils de Schöningen et les restes de chevaux d'environ 300 000 ans. Il n'y avait pas d'étiquette, bien sûr. Alors les scientifiques se sont tournés vers le pollen conservé dans les couches de sédiments pour faire correspondre les changements de végétation locale avec les cycles climatiques mondiaux connus. Selon cette ancienne chronologie, les chasseurs du site auraient pu être des ancêtres des Néandertaliens ou une autre espèce humaine archaïque, Homo heidelbergensis. Mais la nouvelle chronologie désigne plus directement les Néandertaliens eux-mêmes. Pour affiner la datation du site, une équipe de scientifiques a analysé comment les acides aminés, les composants chimiques des protéines, avaient progressivement changé de structure après la mort. Ils ont examiné 4 coquilles d'escargot, 15 minuscules crustacés et 8 dents de cheval provenant de la même couche de sédiments que les lances. Après avoir mesuré ces changements moléculaires et combiné les résultats avec les données polliniques et climatiques, les chercheurs ont calculé le temps écoulé depuis la mort de ces organismes. Les résultats convergeaient vers un âge plus récent, autour de 200 000 ans, plaçant clairement les Néandertaliens dans le rôle des chasseurs à l'origine des battues de chevaux de Schöningen. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique,
ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal ? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie,
tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversés. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Sous le soleil brûlant, parmi les dunes de sable, quelque part dans le désert du Sahara, tu marches à la recherche d'un trésor ancien. Finalement, tu trouves un étrange rocher dans le sable. Il est grand, ressemble à un gros morceau de charbon ou de roche noire, mais quelque chose de brillant à sa surface rend la roche inhabituelle. Cette trouvaille unique est la chose la plus ancienne qui ait jamais été découverte sur notre planète. Cette roche est née bien avant que la Terre n'apparaisse dans l'espace. La météorite inhabituelle a été trouvée en 2020 dans une zone reculée du désert du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à la surface de la pierre et ont découvert que son âge est d'environ 4,5 milliards d'années. Pour l'instant, il s'agit du plus ancien échantillon de magma provenant de l'espace de l'histoire. Il appartient à une petite protoplanète qui n'a pas eu le temps de se former complètement. Cela s'est passé il y a très longtemps, lorsque notre système solaire se formait. De nombreux astéroïdes gigantesques flottaient alors dans l'espace. Certains d'entre eux se sont transformés en énormes corps célestes qui sont ensuite devenus des planètes. Les grosses planètes rocheuses ont absorbé les plus petites. La roche faisait partie d'une petite protoplanète qui venait de commencer sa formation. Mais un autre astéroïde monstrueux l'a détruite. La planète s'est brisée en milliards de morceaux. Certains d'entre eux sont devenus des parties d'autres planètes. D'autres se sont envolés en dehors du système solaire. Et un morceau a erré dans l'espace jusqu'à la formation de notre Terre. Après cela, il a heurté l'atmosphère de la planète et est tombé dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de désert du Sahara. La roche a été découverte en 2020, mais l'érosion des roches extraterrestres montre qu'elle aurait pu tomber bien plus tôt. Cette chose ancienne, pesant environ 30 kg, a plusieurs morceaux de différentes météorites à l'intérieur. En termes simples, c'est une roche volcanique composée de lave. Elle a refroidi, s'est solidifiée et s'est cristallisée. C'est pourquoi on peut y remarquer la présence de paillettes. Les scientifiques espèrent qu'une étude plus poussée de la roche permettra d'en apprendre davantage sur la fondation de notre système solaire. Le plus gros astéroïde découvert aux États-Unis est Willamette. Sa taille est de 7,8 mètres carrés et son poids est de plus de 15 tonnes, soit la moitié du poids d'un bus. Plusieurs personnes peuvent tenir sur l'espace de cet objet de l'espace. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une roche comme la plupart des météorites qui ont été trouvées. Willamette est composé de nickel et de fer. Ce morceau de métal massif a été découvert en 1906. Aujourd'hui, l'énorme roche est conservée au musée américain d'histoire naturelle. La plus grande météorite jamais trouvée s'appelle Oba. Elle est située en Namibie et n'a jamais été déplacée car elle est trop lourde. Le poids de Oba est de 60 tonnes, soit plus qu'un tank.
Un événement spatial s'est produit le 28 février dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un énorme flash a illuminé le ciel. Puis, il y a eu un grand fracas. Plusieurs habitants ont ouvert la porte de leur maison et ont remarqué une tache noire de suie sur la pelouse. Ils ont immédiatement deviné ce qui s'était passé et ont signalé la trouvaille au réseau britannique d'observation des météorites. Si jamais tu trouves une météorite, signale-la le plus vite possible à un centre de recherche géologique ou spatial. Plus une roche spatiale reste longtemps sur le sol, plus elle perd rapidement de sa valeur. La pluie, la poussière, la neige, le vent, le soleil, tous ces facteurs endommagent la surface de la météorite, ce qui rend ensuite difficile l'étude de l'objet céleste. La météorite trouvée en Angleterre ressemble à du charbon, mais elle est beaucoup plus tendre et plus fragile. Elle contenait très probablement de l'eau gelée. La roche fait partie d'un énorme astéroïde qui a traversé l'espace lorsque notre système solaire n'était pas encore complètement formé. On a trouvé une combinaison unique de minéraux à l'intérieur de la roche, qui pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Rendons-nous maintenant en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. Une énorme météorite ancienne est cachée ici. Il est très difficile de la remarquer, à moins de connaître le secret de cette ville. Tu te promènes dans ces jolies petites rues et tu admires les bâtiments à l'architecture magnifique. Tu y passes toute la journée et tu ne vois rien qui te fasse penser à une météorite. Pour résoudre ce mystère, tu dois quitter la ville. Tu montes alors sur une haute colline et tu vois que la ville est située dans une cuvette. Pendant longtemps, les habitants étaient persuadés que la ville était située dans le cratère d'un volcan éteint. Si tu regardes les maisons sous un certain angle, tu remarqueras peut-être un éclat inhabituel qui en émane. Au milieu du XXe siècle, un groupe de géologues est venu ici et a immédiatement déclaré que le cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Non, la ville a en fait été construite sur un énorme cratère laissé par une météorite. Le gigantesque corps céleste est tombé ici il y a environ 15 millions d'années. Il était si chaud que les bulles de carbone à l'intérieur se sont instantanément transformées en petits diamants. Lorsque les gens ont construit la ville, ils ne savaient pas qu'ils utilisaient des pierres précieuses car les diamants étaient à peine visibles. Les habitants n'ont jamais attaché d'importance au fait que les murs de la ville brillaient de façon inhabituelle au soleil. Aujourd'hui, ils pensent que cet endroit a été construit à partir de diamants tombés du ciel. Notre prochain arrêt est à nouveau au Royaume-Uni. Cette fois, les rochers sont d'origine terrestre. Le célèbre site de Stonehenge. Les gens ont placé ici des cercles de pierre dans un certain ordre. Tout le monde connaît ce monument archéologique, mais personne ne sait avec certitude la raison de sa création. Une autre construction, construite à partir de roches mystérieuses, a été découverte à seulement 3 km de là. On l'a baptisé Superhenge. Il est plus grand, plus lourd et prend plus de place. Chaque plaque ici mesure 4,50 m, ce qui correspond à la hauteur de 2 étages. Autrefois, les pierres se tenaient verticalement et formaient un énorme demi-cercle. Mais quelqu'un a renversé les pierres il y a environ 4500 ans, si bien qu'on n'a pas pu les détecter pendant longtemps. Les scientifiques ne peuvent toujours pas résoudre le mystère de Superhenge, mais ils pensent que les pierres verticales faisaient partie d'un énorme monument. D'autres rochers étonnants se trouvent dans le sud du Costa Rica. Il y en a des grosses de la taille d'un humain et d'autres plus petites de la taille d'une boule de bowling. Et elles ont toutes une forme parfaitement ronde. Ces sphères rocheuses géantes ont été créées par des humains. Il a fallu des années de polissage à l'aide d'outils en pierre pour obtenir cette forme ronde parfaite. Ces boules sont incroyablement lourdes, mais peuvent facilement rouler comme un ballon de basket. Toutes les roches sont d'un âge différent. Certaines d'entre elles ont été créées il y a environ 2500 ans. La plupart d'entre elles sont faites de magma volcanique fondu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas dans quel but ces pierres étaient utilisées. Elles ont été trouvées dans différentes parties du Costa Rica, près des grandes villes. Il est possible que les anciennes civilisations les aient installées spécifiquement pour montrer la grandeur des rois locaux. De plus, de nombreux experts pensent que les pierres ont été utilisées comme outils pour étudier l'astronomie. Les personnes qui connaissaient l'utilité des roches ont disparu et l'histoire des pierres s'est perdue avec elles. Terminons notre voyage avec la découverte archéologique la plus étonnante de toutes. Tu te promènes dans le désert péruvien et tu grimpes sur une petite colline. Tu regardes en bas et tu remarques que la surface de la colline est couverte de lignes étranges. Tu t'éloignes et tu vois un énorme chat sur la colline. Un tel dessin s'appelle un géoglyphe. Sa longueur est d'environ 35 mètres, ce qui correspond à la moitié de la taille d'un avion de ligne Boeing. Les archéologues ont découvert le chat géant en 2020 et ont découvert qu'il avait été créé quelque part entre 200 et 100 avant notre ère. Ce dessin énorme fait partie d'un groupe mystérieux de différentes images.
En plus du chat, il y a d'autres animaux, des plantes et des personnages fantastiques. Tous ont été trouvés dans le désert péruvien. Le chat a été trouvé par hasard. Les archéologues ne l'ont pas vu au début car l'érosion naturelle sur le flanc de la colline a presque effacé la silhouette. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pot de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir.
Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du XIXe siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Eh oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive ? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales ? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ 1 siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non, ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne. Ces taches sombres sur la calotte glaciaire du Groenland ne sont pas de simples imperfections. Chaque été, la glace, d'ordinaire d'une blancheur éclatante, se teinte de gris dans certaines zones. Cette zone sombre, longtemps restée un mystère, a révélé son secret lorsqu'on a découvert que cette transformation étrange était due à l'apparition d'algues aux teintes rouges, vertes et brunes. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette prolifération d'algues ne cesse de croître. La zone sombre s'assombrit davantage, et l'apparition de microbes inquiétants pourrait bientôt suivre. Il est désormais impératif que le reste du monde s'en inquiète. La calotte glaciaire du Groenland, véritable géant de glace,
recouvre environ 80% de l'île et abrite près de 8% des réserves mondiales d'eau douce sous forme de glace. Pendant la majeure partie de l'année, elle s'étend telle une vaste étendue immaculée. Cependant, à l'arrivée de l'été, lorsque les températures augmentent, des changements commencent à apparaître. La fonte de la glace dévoile des affleurements rocheux sur la côte, tandis qu'en progressant plus en profondeur vers l'intérieur des terres, la glace blanche autrefois uniforme devient plus sombre. Cette zone, d'environ 400 km de long et 100 km de large à son point le plus étendu, présente ce phénomène intrigant pour deux principales raisons. La première cause est liée au carbone noir. À l'image de la poussière qui s'accumule sur vos meubles, la calotte glaciaire du Groenland subit un processus similaire. Le vent transporte des particules de poussière et de suie jusqu'à ces régions glacées. Mais contrairement à votre mobilier, impossible d'éliminer cette accumulation d'un simple coup de chiffon. Sur les glaces du Groenland, ce mélange de particules fines s'installe pour des millénaires. Ainsi, cette zone sombre est recouverte d'une fine couche de poussière accumulée au fil du temps. En 2014, des chercheurs ont étudié ce dépôt et constaté que les régions les plus sombres de la glace contenaient une concentration élevée de carbone noir. Ce carbone noir ne s'est pas formé par hasard. En réalité, il est issu principalement des fumées générées par d'anciens incendies de forêt au nord du Canada et en Alaska. Comme on peut s'en douter, le carbone noir étant lui-même de couleur foncée, il provoque un obscurcissement de la surface de la glace. La deuxième cause majeure de la transformation estivale de la calotte glaciaire concerne les algues mentionnées plus tôt. Il s'agit principalement de deux espèces, l'Ancylonema alaskana et l'Ancylonema nordenskjoldi. Ces algues affectionnent particulièrement les environnements d'eau froide. Durant l'hiver, elles entrent dans un état de dormance et restent profondément enfouies dans la glace, attendant des conditions favorables pour réapparaître. Lorsque le printemps arrive, ces algues commencent progressivement à remonter à la surface. À l'approche de l'été, elles sont prêtes à fleurir et à profiter de presque 24 heures de lumière solaire chaque jour pour effectuer la photosynthèse et croître. En temps normal, ces algues affichent une teinte verte, mais une fois exposées au soleil, elles se teintent de brun, ce qui constitue une méthode naturelle de protection contre les rayons ultraviolets nocifs. Ce changement de couleur contribue également à l'assombrissement des glaces du Groenland. Jusqu'à présent, ce comportement était normal. Ce qui est véritablement préoccupant, c'est que les floraisons d'algues augmentent en taille chaque année. Ce phénomène s'explique par le fait qu'elles prospèrent grâce au phosphore, un nutriment abondant dans cette région, provenant d'un minéral appelé hydroxyapatite. Ce dernier se retrouve dans une roche qui se décompose en minuscules particules de poussière, transportées par le vent à travers la glace. Avec le réchauffement climatique, les roches deviennent plus sèches et des vents plus puissants soulèvent davantage de poussière. Cette augmentation entraîne plus de phosphore, favorisant ainsi une croissance accrue des algues. Vous saisissez ? Il s'agit d'un cycle qui s'aggrave d'année en année. L'étude de ce phénomène est donc essentielle pour comprendre pourquoi la zone sombre continue de s'étendre. Entre 2000 et 2012, sa superficie a crû de 12%. Vous vous interrogez peut-être sur la gravité de cette situation. Après tout, n'est-ce pas simplement de la glace qui devient plus sombre ? Eh bien, pas tout à fait. Pensez à votre aversion à porter des vêtements noirs par une journée chaude et ensoleillée. Ceux-ci absorbent de la chaleur et vous font suffoquer. Cela s'explique par le fait que les surfaces sombres captent davantage de lumière solaire. Il en va de même pour la glace. Ensemble, la poussière, le carbone noir et les floraisons d'algues sont responsables d'environ 70% de la variabilité de l'albédo sur la calotte glaciaire du Groenland. L'albédo est un terme technique qui désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Si l'on compare deux surfaces, l'une blanche et brillante, l'autre sombre et rugueuse, la surface blanche reflètera une grande quantité de lumière et de chaleur, ce qui lui conférera un albédo élevé. À l'inverse, la surface sombre absorbera plus de lumière et de chaleur, ce qui résulte en un albédo faible. Durant l'été, la calotte glaciaire du Groenland subit une diminution de son albédo. Cela signifie que la glace capte davantage de lumière solaire et lorsqu'elle en absorbe plus, elle fond plus rapidement que prévu. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les dynamiques au sein de la zone sombre. Cela permet de prévoir la rapidité de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et ses répercussions sur le reste du monde. La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus vaste au monde, couvrant une superficie équivalente à celle de l'ensemble des terres américaines situées à l'est du fleuve Mississippi.
Cette imposante masse de glace présente une épaisseur moyenne de 2,3 km. Mais hélas, le rythme auquel cette glace se perd a explosé. Dans les années 90, le Groenland perdait environ 25 milliards de tonnes de glace par an. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à environ 234 milliards, soit près de 10 fois plus de glace fondue chaque année. Selon la NASA, si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland venait à fondre, cela entraînerait une élévation du niveau des mers d'environ 7,40 mètres. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les pays et les villes côtières à travers le monde. Les Pays-Bas pourraient être entièrement submergés, les Bahamas risqueraient d'être presque totalement anéantis, et de nombreuses îles des Philippines pourraient disparaître. Tout cela peut sembler une réalité lointaine, et il est vrai que la plupart des scientifiques estiment qu'il faudrait plusieurs centaines, voire des milliers d'années pour que la calotte glaciaire fonde complètement. Toutefois, il est important de comprendre que le Groenland n'a pas toujours été recouvert par cette épaisse couche de glace. Récemment, des chercheurs ont examiné attentivement des sédiments prélevés au fond d'un carottage de glace de plus de 3 km de profondeur, extrait du centre du Groenland. Ils ont découvert que le sol contenait des traces de bois de saule, des parties d'insectes, des champignons et même des graines de pavot. Ainsi, ces fossiles constituent nos premières preuves directes que la calotte glaciaire du Groenland a fondu dans un passé géologique récent, il y a environ 400 000 ans. À cette époque, le Groenland était recouvert d'un paysage de toundra verdoyante, peuplé d'insectes et de plantes. Cette découverte est à la fois fascinante et inquiétante, car elle indique que la calotte glaciaire s'est effondrée par le passé et pourrait être plus fragile que ce que les scientifiques pensaient initialement. Il y a également une autre inquiétude. Une étude récente a prélevé de l'eau de fonte à différents endroits de la calotte glaciaire du Groenland et a constaté que ces échantillons contenaient des centaines de milliers de microbes. L'inquiétude réside dans le fait que ces microbes pourraient être libérés dans l'océan à l'avenir. De plus, certaines études suggèrent déjà que les zones proches de l'écoulement important de l'eau de fonte glaciaire présentent un risque accru de transmission de virus à de nouveaux hôtes, notamment des animaux aux humains. Bien que les experts estiment que la probabilité qu'un virus menaçant pour l'humanité provienne des glaciers soit très faible, elle n'est pas nulle. En réalité, nous avons peu de connaissances sur les milliers d'espèces microbiennes vivant à la surface de la glace. Et il n'existe tout simplement pas suffisamment de données pour évaluer pleinement les dangers que pourraient représenter ces organismes. Tout cela peut sembler préoccupant, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Il reste encore beaucoup à comprendre sur les facteurs qui assombrissent la calotte glaciaire du Groenland. Nous avons besoin de mesures plus précises concernant l'abondance relative de la poussière, des algues et du carbone noir, ainsi que d'une meilleure compréhension de l'impact potentiel de ces microbes sur nos vies. Plus nous acquérons de connaissances, mieux nous pourrons anticiper les événements à venir et nous préparer en conséquence. La dernière super-éruption de Yellowstone s'est produite il y a environ 640 000 ans, bien avant que l'Homo sapiens ne fasse son apparition. Cependant, nous étions déjà présents lors d'une autre catastrophe naturelle tout aussi dévastatrice. Cette super-éruption s'est produite sur l'île de Sumatra il y a près de 74 000 ans. À ce moment-là, un super-volcan en éruption a ravagé d'immenses territoires, projetant des panaches de débris et de cendres qui se sont dispersés sur des milliers de kilomètres, provoquant une chute significative des températures à l'échelle mondiale. Les effets de cette éruption cataclysmique se sont fait sentir jusqu'en Afrique australe, et les experts estiment qu'il pourrait avoir eu un impact considérable sur les premiers humains. À l'époque de l'éruption, nos ancêtres utilisèrent déjà des outils en pierre et savaient probablement comment produire du fil. Certains vont jusqu'à suggérer que la super-éruption du Toba aurait été d'une telle intensité qu'elle aurait pu menacer la survie même de nos ancêtres, les rapprochant du seuil de l'extinction. Selon les scientifiques, l'éruption du Toba pourrait être la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années. Elle a expulsé une quantité colossale de roches pyroclastiques, suffisante pour recouvrir la totalité des États-Unis d'une couche aussi épaisse qu'une maison à un étage. Environ un tiers de ces dépôts se sont accumulés dans le nord de Sumatra, tandis qu'une grande partie a été emportée sous le plancher océanique de l'océan Indien. Cette éruption a laissé derrière elle un lac de cratères elliptiques d'environ 100 km de long. La caldeira est si vaste qu'il est difficile de se rendre compte que l'on se trouve sur un volcan. Les dépôts de ponce issus de l'éruption sont encore visibles dans les parois des canyons, s'enfonçant profondément sous terre.
Bien que le volume de ponce et de cendres impliqués dans cette catastrophe fasse l'objet d'un consensus, les experts restent incertains quant à la quantité exacte de soufre qui a été libérée dans l'atmosphère. Certaines couches de soufre présentes dans les glaces polaires pourraient bien être le résultat d'une telle libération. Mais jusqu'à présent, aucune corrélation n'a été établie entre elles et l'éruption du Toba. Revenons à l'impact profond qu'a eu cette éruption sur les premiers humains. Il apparaît que certains ont non seulement survécu, mais ont même prospéré après cette catastrophe naturelle. Du moins, à en juger par les vestiges qu'ils ont laissés durant et après l'éruption. Il est possible que le désastre n'ait pas constitué une menace sérieuse pour ceux de nos ancêtres qui ont trouvé refuge le long des côtes. Les preuves génétiques indiquent que les humains modernes descendent d'un groupe de quelques milliers de personnes qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Pourquoi un groupe aussi restreint? Selon certains spécialistes, la majorité de nos ancêtres aurait pu être anéantis par l'éruption du Toba. En effet, le supervolcan a projeté 4200 km3 de poussière et de roches en un instant, laissant une cicatrice terrestre large de plusieurs dizaines de kilomètres. La poussière et le soufre rejetés dans l'atmosphère par le Toba ont probablement contribué à refroidir la surface de la Terre, provoquant ainsi la formation de glaciers et une baisse du niveau des mers. Étant donné l'importance potentielle du rôle de Toba dans l'évolution humaine, les chercheurs ont intensifié leurs efforts pour comprendre précisément comment les premiers humains ont réagi à cette catastrophe. En 2011, plusieurs chercheurs ont découvert un échantillon de sol mystérieux à Pinnacle Point, en Afrique du Sud, un site archéologique surplombant l'océan Indien. Cet échantillon contenait des traces de cendres volcaniques. Après avoir analysé cette couche, ils ont mis au jour plus de 400 000 artefacts laissés par les premiers humains, allant d'outils en pierre taillés à des signes de maîtrise du feu et des ossements d'animaux. Sur la base de ces découvertes, l'équipe de recherche a émis l'hypothèse que les premiers habitants de la côte sud-africaine ont non seulement survécu, mais ont prospéré après l'éruption, peuplant cette région pendant des millénaires et perfectionnant leurs outils. Cette région aurait pu servir de refuge pendant et après l'éruption du Toba. Une étude de 2009 a suggéré qu'elle aurait pu faire chuter les températures mondiales d'une dizaine de degrés, rendant la survie extrêmement difficile ailleurs en Afrique. Mais si un hiver volcanique s'est produit, il est probable que les températures côtières aient été moins rigoureuses. D'autre part, des études plus récentes suggèrent que le Toba a libéré tellement de soufre dans l'atmosphère que les aérosols formés auraient pu s'amasser, limitant ainsi leur effet refroidissant à long terme. En d'autres termes, les températures auraient chuté drastiquement juste après l'éruption, mais uniquement dans certaines régions. Après environ 3 ans, ces effets se seraient estompés et ne constitueraient plus une menace pour l'homme. Cependant, il semble que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires pour confirmer ces hypothèses. En attendant, voyons plutôt s'il convient de surveiller certains volcans de nos jours. L'année dernière, des milliers de secousses sismiques ont ébranlé le sol près de la centrale géothermique de Svartsengi en Islande. Le magma a fait surface dans cette région, ouvrant de larges fractures à travers la petite ville de Grindavik. Le sol y continue de se soulever, et une éruption pourrait survenir sans préavis. Mais ça ne s'arrête pas là. Partout dans le monde, 45 autres volcans continuent de montrer des signes d'activité. Prenons l'exemple du Vésuve en Italie. Ce volcan tristement célèbre pour avoir anéanti la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Au cours des 17 derniers millénaires, le Vésuve a connu 8 éruptions explosives, suivies de coulées pyroclastiques dévastatrices. Des flux denses de cendres, de fragments de lave et de gaz surchauffés se déplaçant à grande vitesse. La dernière éruption de ce volcan remonte à 1944. Le mont Rainier, situé aux États-Unis, est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du pays. Son altitude élevée, sa composition chimique, sa proximité des banlieues de Seattle et Tacoma dans l'État de Washington, ainsi que sa capacité à produire des coulées pyroclastiques massives, font de ce volcan une menace sérieuse. La chaleur dégagée par le mont Rainier pourrait faire fondre la glace et la neige qui le recouvre, provoquant des coulées rapides de débris, de boue et de roches vers les vallées environnantes. Le volcan Novarupta, situé dans le parc national de Katmai en Alaska, s'est formé lors d'une éruption en 1912, la plus grande du XXe siècle. Cette éruption a projeté près de 30 km3 de cendres et de débris dans l'atmosphère, générant un flux de cendres si intense qu'il a donné naissance à la vallée des 10 000 fumées.
Le Pinatubo, situé dans une région densément peuplée des Philippines, est devenu tristement célèbre après une terrible éruption en 1991, la deuxième plus grande du XXe siècle. Plus de 700 personnes ont péri lors de cette catastrophe naturelle. Aujourd'hui, plus de 21 millions de personnes résident à moins de 100 km du Pinatubo. Le mont Agung, un volcan indonésien en activité continue, a connu sa dernière grande éruption en 1963. Cet événement fut l'une des éruptions les plus tragiques de l'histoire du pays. Pendant 11 mois, le volcan a déversé des cendres et des coulées pyroclastiques, causant la mort de plus de 1000 personnes et d'importants dégâts matériels. Des panaches de cendres ont été observés au-dessus du volcan tout au long de l'année 2018, à la suite de l'éruption de novembre 2017. Le mont Fuji, au Japon, n'a pas connu d'éruption depuis 1707. Cette année-là, un puissant séisme aurait déclenché l'activité volcanique. En 2014, des experts ont mis en garde contre un risque accru d'éruption du Fuji, suite au séisme de magnitude 9 qui a secoué le Japon en 2011. Selon eux, ce tremblement de terre aurait augmenté la pression sous la montagne. Lors de l'éruption de 1707, une telle quantité de cendres et de débris a été projetée dans les airs que Tokyo a été touché. Si le Fuji devait entrer en éruption à nouveau, cela pourrait affecter plus de 25 millions de personnes dans les régions environnantes. L'éruption du mont St. Helens, dans l'État de Washington, en 1980, a été l'un des événements volcaniques les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. 57 personnes et des milliers d'animaux ont péri lors de cette catastrophe naturelle. L'éruption a également ravagé environ 520 km² de forêt. Les experts estiment que l'historique des éruptions massives du mont St. Helens rend de futures catastrophes inévitables. Une prochaine éruption explosive pourrait disperser de grandes quantités de cendres à travers le nord-ouest du Pacifique. C'est pourquoi ce volcan est étroitement surveillé. Le mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, est en éruption depuis des siècles. Selon la NASA, le principal danger de ce volcan réside dans ses coulées pyroclastiques qui peuvent se propager sur de vastes zones et mettre de nombreuses vies en péril. La dernière éruption du Merapi a eu lieu en janvier 2024, projetant des panaches de fumée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, plus de 24 millions de personnes vivent dans les environs de ce volcan. Un véhicule sous-marin télécommandé, l'Okeanos Explorer, a découvert cette mystérieuse sphère dorée dans le golfe d'Alaska, à environ 3000 mètres de profondeur. Personne ne peut identifier précisément cet objet. Il s'agit d'une étrange structure d'un peu plus de 10 cm de diamètre, solidement ancrée à une roche. Au toucher, elle est lisse et douce, évoquant la texture de la peau. Un trou est visible à sa surface, comme si quelque chose s'en était échappé. Mais de quoi pourrait-il s'agir ? Les plongeurs ont récupéré cette sphère énigmatique dans l'océan Pacifique et l'ont rapportée au laboratoire. Ils se sont sentis comme au début d'un film d'horreur, convaincus que s'ils touchèrent cet objet, quelque chose allait leur bondir dessus. Cela aurait pu se produire s'ils l'avaient récupéré plus tôt. Le trou visible sur cette orbe suggère qu'un être vivant a tenté d'y entrer ou d'en sortir. C'est pour cette raison que les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un œuf. Peut-être avons-nous découvert une nouvelle espèce, ou un stade de développement inconnu d'une espèce déjà répertoriée. Certaines créatures, comme les calmars, pondent effectivement leurs œufs au fond de l'océan. Si tel est le cas, ces animaux pourraient être d'une taille colossale, car cet œuf est particulièrement grand. Mais ce n'est peut-être pas un œuf. Ce pourrait tout aussi bien être une éponge. L'objet a été découvert entouré de coraux blancs, un environnement où les éponges vivent fréquemment. Quelques mois avant cette découverte, des scientifiques avaient déjà identifié plus de 5000 nouvelles espèces marines, dans une zone restreinte située entre Hawaï et le Mexique. Quant au golfe d'Alaska, il abrite 52 autres espèces, sans compter celles qu'il reste encore à découvrir. Il est donc possible que ce soit simplement une éponge encore inconnue, ou même un corail, voire une toute autre créature. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que cet objet est un organisme vivant. Ils prévoient de le transférer dans un laboratoire plus avancé, afin de réaliser des tests ADN pour en apprendre davantage. Et ce n'est certainement pas la première découverte effrayante issue des profondeurs océaniques. En 2013, 2 locomotives rares ont été découvertes sous près de 27 mètres d'eau,
au large des côtes du New Jersey. Les scientifiques estiment que ces locomotives ont été perdues dans les années 1850. Pour des machines immergées depuis plus de 160 ans, elles sont remarquablement bien conservées. Malgré les couches de rouille et les bigorneaux, leurs cheminées sont encore visibles. Elles reposent à la verticale, comme prêtes à entrer en gare à tout moment. L'origine de ces locomotives demeure un mystère. Aucun document historique ne mentionne leur construction ou leur disparition, rendant leur découverte d'autant plus énigmatique. Ces locomotives à vapeur, extrêmement rares, pèsent environ 15 tonnes chacune et reposent à 8 km de Long Branch. Ces modèles de moteurs étaient déjà obsolètes au moment de leur fabrication. Bien que petits et puissants, ils n'ont été produits que durant une courte période. Peut-être faisaient-elles route de Boston vers la région du Mid-Atlantique avant qu'une tempête ne survienne, les faisant soit tomber d'une barge, soit être largués volontairement à la mer pour alléger le navire. Les scientifiques projettent de restaurer ces locomotives afin d'en apprendre davantage sur leur histoire. Et ce ne sont pas les seuls trésors que l'humanité ait abandonnés dans les profondeurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a localisé les moteurs F-1 de la fusée d'Apollo 11 dans l'océan. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, la fusée Saturn V s'est appuyée sur 5 moteurs F-1 lors de sa première phase de lancement. Chacun de ces moteurs développait une poussée de 680 tonnes. Il consommait 2,7 tonnes de carburant par seconde, soit 1,5 million de fois plus qu'une voiture standard. Après quelques minutes de fonctionnement, les moteurs se sont détachés et ont plongé dans l'océan Atlantique. Inspiré par cette histoire, Jeff Bezos s'est lancé à la recherche de ces moteurs il y a environ 1 an. L'équipe a utilisé un sonar de haute technologie pour explorer les fonds marins et a fini par localiser les moteurs à plus de 4200 mètres de profondeur. Les scientifiques ignorent dans quel état se trouvent les moteurs. Après un impact brutal avec l'océan et plus de 40 ans passés dans l'eau salée, leur condition est incertaine. Cependant, construits avec des matériaux extrêmement résistants, ils espèrent encore pouvoir les étudier. Bezos aimerait idéalement les récupérer. Bien qu'ils appartiennent toujours à la NASA, il souhaiterait les voir exposés dans des musées tels que le Smithsonian ou le Museum of Flight de Seattle. Pouvez-vous imaginer découvrir la célèbre route de briques jaunes du magicien d'Oz au fond de l'océan? Cela ressemble à une route artificielle, mais étonnamment, c'est une formation volcanique naturelle. Des plongeurs explorèrent des monts sous-marins volcaniques à Hawaï et voulaient examiner une bifurcation dans la chaîne de ces montagnes océaniques. En retransmettant leur expédition en direct, ils sont tombés sur un spectacle fascinant. Des fissures sur le fond marin qui formaient un motif évoquant une route pavée. Avec l'aide d'un bras robotisé, ils ont collecté des échantillons de roches. Ces roches étaient constituées de blocs rectangulaires, bien délimités par des lignes droites et des angles droits. Certains ont plaisanté en disant que cela pourrait être la route menant à l'Atlantide, tandis que d'autres ont évoqué la route de briques jaunes, donnant ainsi son nom à la découverte. Cependant, après une étude plus approfondie, les scientifiques ont déterminé que ce lit de lac asséché avait été façonné par d'anciennes éruptions volcaniques particulièrement intenses. Il s'agit en réalité de hyaloclastites fracturées. Sous l'effet des cycles de réchauffement et de refroidissement causés par les éruptions, ces volcans ont créé ce motif pavé unique. Le 20 juin 2011, l'équipe de plongée Oceanics a fait une découverte des plus étranges. Alors qu'elle cherchait des trésors dans le nord de la mer Baltique, dans le golfe de Botnie, elle est tombée sur une anomalie. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, cette formation paraît aussi bizarre qu'artificielle. Elle mesure près de 60 mètres de large et ressemble à un champignon s'élevant entre 3 et 4 mètres du fond marin. Sa forme discoïde est impressionnante, couvrant une surface équivalente à 2 terrains de football. Sa partie principale est marquée par des bords rectilignes et des structures ressemblant à des boîtes. Sa surface supérieure présente des fissures remplies d'un matériau noir inconnu, mais étonnamment, cet objet n'est pas composé de métal. L'objet repose à environ 90 mètres de profondeur dans les eaux du Golfe, et le grand mystère reste de comprendre pourquoi il se trouve à cet endroit. Cette découverte a véritablement créé l'effervescence dans les médias. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre immergé, des ruines de l'Atlantide, ou encore d'un portail vers un autre monde.
Ces hypothèses ont gagné en crédibilité lorsque des plateformes étranges, ressemblant à des pavés, ont été découvertes autour de l'objet, donnant l'impression d'un escalier. De plus, les explorateurs ont rapporté que leurs équipements électriques, tels que les sonars et les téléphones satellitaires, cessèrent de fonctionner à proximité de cette structure. Et ces témoignages ne sont pas isolés. Des chercheurs issus de différents instituts ont confirmé ces anomalies. Cependant, la majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'une formation géologique naturelle, malgré son apparence inhabituelle. Ils peinent cependant à expliquer précisément de quoi il s'agit. Plusieurs théories ont été avancées. Une formation liée à la culture humaine, un dépôt datant de l'âge de glace, le résultat d'une activité volcanique, etc. Il est même possible que ce soit les restes d'un astéroïde ayant frappé le fond de l'océan il y a des millénaires. Pourtant, aucune de ces théories n'explique les dysfonctionnements électroniques observés à proximité de l'anomalie. Peut-être la vérité sera-t-elle révélée un jour. Mais qu'en est-il des technologies héritées d'époques encore plus reculées ? Ce dispositif étrange est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. On l'appelle le mécanisme d'Anticythère. On a découvert ce mécanisme en 1901 près de l'île grecque du même nom, et il pourrait dater de 87 avant notre ère. On l'a retrouvé dans l'épave d'un navire, et malgré son âge, il était en excellent état. Ce mécanisme était d'une complexité remarquable, car des machines aussi sophistiquées n'ont pas refait surface avant le XIVe siècle. Il y avait également une masse mystérieuse parmi les découvertes. Lorsqu'on l'a fragmenté, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur. À cause de la corrosion, elles étaient difficiles à lire, mais grâce aux rayons X, elles ont pu être déchiffrées. Il s'agissait d'instructions expliquant exactement comment utiliser le mécanisme. Un véritable trésor pour les archéologues. Il s'est donc avéré que cet appareil servait à prédire les positions astronomiques et les éclipses plusieurs décennies à l'avance. Les savants de l'époque utilisaient cet ordinateur pour suivre le cycle quadriennal des anciens Jeux olympiques. Le mécanisme comportait une structure complexe de 37 engrenages en bronze, lesquels suivaient les mouvements des objets célestes. Mais au moins ici, nous savons que ce dispositif a bien été fabriqué par l'homme, n'est-ce pas ? La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard,
longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser.
Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Vous survolez le désert du Sahara à bord d'un petit avion léger lorsque vous apercevez quelque chose de vraiment étrange. Cela semble appartenir à un monde très différent de celui qui se trouve sous vos yeux, à l'océan. Mais quel océan peut être assez grand pour abriter une étoile de mer aussi monstrueuse? Vous descendez et vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'une étoile de mer, mais d'une dune imposante dont la forme est tout à fait unique. Et il y en a d'autres. De loin, ces magnifiques structures de sable ressemblent un peu à des pyramides. Elles ont un sommet pointu et des branches en étoile. Portant le nom de dunes étoilées, ce sont les plus grandes et les plus complexes dunes au monde. Les chercheurs ont découvert des formations similaires sur Mars, et même sur Titan, l'une des lunes de Saturne. Les dunes étoilées ne sont pas très rares. Elles sont particulièrement répandues dans le sud-est du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie. C'est cette région que vous êtes en train de survoler, et la dune qui vous émerveille se nomme Lala Lalia. Il s'agit probablement de la plus célèbre d'entre elles. Une géante de 100 mètres de haut, les scientifiques pensent qu'elle s'est formée en moins d'1 millier d'années. Que diriez-vous d'aller explorer ces formations singulières? Voilà un endroit idéal pour atterrir. Les dunes étoilées doivent bien sûr leur nom à leur forme. On les trouve dans les régions où les vents changent de direction tout au long de l'année. Présentes à différents endroits de notre planète, il n'existe toutefois qu'une seule dune étoilée officielle dans le registre des roches, où sont consignées toutes les données géologiques relatives à l'évolution de la Terre. La dune étoilée en question se trouve en Écosse, et elle est très ancienne. Elle a environ 250 millions d'années. C'est tout ce que nous savons au sujet de ces formations si étranges, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut chercher pour les identifier. Autre problème, les dunes étoilées se forment souvent dans des endroits reculés, ce qui les rend extrêmement difficiles à étudier. Imaginez que vous atteigniez le village le plus proche, que vous parcouriez ensuite je ne sais combien de kilomètres jusqu'à la dune elle-même, et que vous ayez ensuite à gravir plusieurs centaines de mètres de sable glissant. Tenteriez-vous l'aventure? Mais puisque vous avez déjà atterri et que la dune se trouve juste devant vous, pourquoi pas? Après tout, vous voilà arrivé dans un champ de dunes appelé Erg Shebi. Heureusement pour vous, cette zone est depuis longtemps un lieu de passage très fréquenté par les touristes. Regardez, au loin, il y a des hôtels et même une route praticable. Les scientifiques qui ont examiné Lala Lalia avant vous ont utilisé un géoradar pour en savoir plus sur cette formation de sable. Ce radar permet de détecter les plus infimes différences de taille entre les grains de sable ainsi que la teneur en eau sous la surface de la dune. Voilà comment il est possible de créer une image des couches intérieures de la dune. Attention, il s'en est fallu de peu. Vous voyez cette tranchée? Les chercheurs l'ont creusée pour y prélever des échantillons de sables enfouis et les analyser. Un processus vraiment intéressant. En effet, lorsqu'il est enfoui profondément, le quartz contenu dans le sable absorbe les radiations provenant des sources naturelles de notre planète. On peut donc comparer les grains de quartz à de minuscules batteries rechargeables. Ils peuvent stocker l'énergie qu'ils tirent de ces radiations. Une fois rentrés dans leur laboratoire, les chercheurs font en sorte que les grains libèrent cette énergie, qui se manifeste sous la forme de lumière. Les scientifiques mesurent ensuite cette luminosité, ce qui leur indique quand le sable a été exposé pour la dernière fois à la lumière du soleil. Lorsque les experts qui ont creusé ces tranchées ont regardé à l'intérieur de Lala Lalia, ils ont été stupéfaits. L'énorme formation était en fait très jeune, pour une dune bien sûr. On s'attendrait à ce qu'une dune de plusieurs centaines de mètres de haut soit assez ancienne, c'est-à-dire qu'elle date de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années. Mais ce n'est pas le cas ici. La partie supérieure de la dune a eu 900 ans tout récemment. Mais regardez le sable près de la base de la dune, oui, juste là. Il a été enfoui il y a environ 12 ou 13 000 ans, comme les plus anciennes dunes de la région. Ces vieilles dunes ont été actives pendant quelques milliers d'années, puis quelque chose a mal tourné. Pendant 8000 ans, le sable ne s'est plus accumulé à cet endroit. Un mystère? Les scientifiques ont peut-être une explication.
Une première période de calme a eu lieu à une époque où le climat était chaud et humide. Oui, nous parlons bien du Sahara. Cela remonte à environ 11 700 ans. C'était la fin de la dernière période glaciaire et le début d'une nouvelle ère, l'Holocène. Et devinez quoi? Le Sahara est alors devenu vert. Il a commencé à fleurir comme un joli jardin botanique. Des plantes ont commencé à pousser un peu partout, stabilisant le sable. Si vous aviez visité la région à cette époque, vous ne l'auriez pas reconnu. En revanche, vous auriez probablement croisé des humains errant de marécage en marécage et chassant pour se nourrir. Des chercheurs ont trouvé des fragments de poterie et des outils en pierre sur l'un des versants de l'Alalalia. Oui, les dunes de sable se forment et se déplacent tout au long de leur vie, engloutissant et protégeant les vestiges que nous laissons sur notre passage. Il vous suffit de creuser suffisamment et vous trouverez quelque chose qui vous ouvrira une fenêtre sur le passé. Il peut s'agir de fossiles anciens, de coquillages, de coraux ou de plantes préhistoriques. Ces fossiles nous fournissent des informations précieuses sur l'histoire de notre planète et sur les êtres qui ont habité ces régions. Cela peut paraître surprenant, mais dans le désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des reptiles marins et des poissons fossilisés bien préservés dans les couches inférieures de ces anciennes dunes de sable. Ce sont les vestiges de l'époque où la mer recouvrait le Sahara il y a des millions d'années. Quoi qu'il en soit, si vous voulez survivre, il est temps de quitter cet ancien paradis. Il y a 4000 ans, la période humide s'est achevée et le Sahara s'est à nouveau asséché. Notons que notre dune n'a pas commencé à se former tout de suite. Pendant un certain temps, le sable s'est déplacé ici et là, mais ne s'est pas accumulé. Il est également possible que la dune ait commencé à se développer à un autre endroit. C'est une théorie intéressante. Les scientifiques ont en effet récemment découvert que l'Alalalia se déplace d'environ un demi-mètre par an et qu'elle accumule environ 6400 tonnes de sable chaque année. Si votre voyage dans les dunes vous a inspiré et que vous souhaitez maintenant en explorer d'autres, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hélas, même s'il existe des dunes étoilées un peu partout dans le monde, elles sont très difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'elles sont énormes, mais qu'elles n'ont pas de signes distinctifs. Il vous faut donc de très grands lits de roches exposés si vous voulez avoir une vue suffisamment large pour identifier une dune étoilée. Et il existe certainement des endroits où il est possible d'effectuer de telles recherches. Mais il vous faudra savoir reconnaître tout un ensemble de caractéristiques diverses. Et en étant très attentif et en étudiant beaucoup, vous tomberez peut-être un jour sur l'une de ces mystérieuses dunes étoilées. Commentez ci-dessous si vous souhaitez partir à la recherche d'une de ces merveilles. En attendant, poursuivons notre voyage. Vous décidez de vous reposer et vous commencez à descendre le long de la dune. C'est alors que vous entendez des bruits étranges et inquiétants. Y a-t-il des fantômes dans les environs? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène appelé sable chantant? En descendant une pente sablonneuse, vous déplacez les grains de sable qui viennent se frotter les uns contre les autres, créant cette sinistre musique. À chaque pas, le sable sous vos pieds s'anime comme un chœur de fantômes sifflant et chuchotant. Ces bruits vont du bourdonnement sourd aux gémissements aigus. C'est comme si une symphonie d'un autre monde résonnait dans les dunes. Mais bien sûr, les scientifiques ont leur propre explication. Ils attribuent ce phénomène aux bonnes conditions atmosphériques, ainsi qu'à la taille, à la forme et à la teneur en eau des grains. Vous avez presque atteint le pied de la dune, mais attention à ne pas glisser. Lorsqu'une dune de sable atteint un certain degré d'inclinaison, elle forme une pente, et elle devient très glissante. Cette pente se trouve généralement du côté sous le vent de la dune et à l'abri du vent dominant. Les grains de sable commencent à s'accumuler du côté exposé au vent, rampant lentement le long de la pente douce de la dune. À un moment, ils atteignent le sommet. La gravité prend le dessus, et ils commencent à glisser vers le bas, déclenchant un effet de cascade. On dirait une avalanche miniature. Et mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin.